Nous avons eu après-guerre une forme de capitalisme colbertiste, enfin, colbertiste et libéral, c'est-à-dire il y avait un plan, mais en même temps on faisait confiance au marché, et qui a mené, soyons clairs, la France aux 30 Glorieuses. Après, il s'est passé une chose que je regrette, c'est que nous sommes rentrés dans une... Et nous avons été gagnés en France par l'influence de ce capitalisme anglo-saxon qui a lui-même provoqué ce que l'on regrette aujourd'hui, qui est au fond une désindustrialisation du pays. 大家好，欢迎来到本期视频。先来介绍背景啊，本期视频来自法国国民议会外交事务委员会的一场公开听证会。听证会的主题是在地缘政治主权竞争背景下，探索负责任的资本主义道路。其实说白了就是面对中国的崛起，欧洲应该怎么办？坐在证人席上的正是雷诺的掌舵人让·多米尼克·塞纳，他是法国雷诺集团董事会主席，他的履历相当硬核。毕业于法国顶尖商学院 HEC， 拥有法律硕士学位。他的职业生涯横跨能源材料和汽车三大行业。2019年，雷诺前董事长卡洛斯·戈恩在日本被捕后，法国政府亲自点名塞纳尔临危受命，接管林诺董事长，任期将持续到2027年。而他接任后做的第一件大事，就是2020年将东风雷诺50%股权全部转让，正式退出了中国燃油车市场。其实说白了就是卖不动了。但有意思的是，雷诺虽然不在中国卖车，也不在中国造车，但却并没有完全撤出中国。2024年，雷诺在上海成立了 ACDC 中国先进技术研发中心。2026年6月，又在杭州开设了第二个研发办公室，形成了上海硬件集成、杭州软件 AI 的双城协同架构。与传统德国车企的战略思路不同，他选择不在中国市场正面竞争，而是将中国重塑为自己的全球研发与供应链引擎，通过汲取中国的速度与效率来反哺全球竞争力。好话不说，我们一起来看正片吧。J'avais eu, et j'en tire aucune gloire, l'idée de l'évoquer en prenant mes fonctions de président de Renault il y a maintenant 6 ou 7 ans devant le Parlement, en l'occurrence c'était devant le Sénat, et j'avais exprimé que nous allions vivre ce tsunami de véhicules chinois en exprimant d'ailleurs au passage que les voitures chinoises seront au point. Ce qui à l'époque était évidemment générait une forme de scepticisme poli. Je m'étais trompé sur une seule chose, c'est que non seulement les véhicules chinois sont au point, mais elles sont plus qu'au point, c'est-à-dire que toutes ces années-là, pendant 25 ans, la Chine a construit une stratégie extraordinairement puissante de maîtrise de l'ensemble de la chaîne de valeur du véhicule, et donc nous nous retrouvons devant cette situation-là. Nous avons été un peu naïfs et légèrement aveugle devant l'évolution qui se produit aujourd'hui. Voilà. C'est d'autant plus vaste et complexe si l'on prend en compte le contexte aujourd'hui sur le plan géopolitique. Je fais partie de ceux qui considèrent aujourd'hui que la géopolitique domine complètement la vie économique mondiale et en particulier nationale. Et donc, c'est un vrai point et votre commission est évidemment aux premières loges, si je puis dire, sur ces sujets-là. Vous êtes des spécialistes des affaires internationales, donc vous savez, vous l'avez constaté, vous le constaterez avec moi, que l'accentuation de la confrontation mondiale sous l'impulsion d'un certain nombre de pays, pour ne pas parler d'empire, impose aujourd'hui leur domination en alignant de façon très assumée, et ça je crois que c'est un point fondamental, l'hégémonie politique, économique et militaire. Et du côté de l'Europe, aujourd'hui, constatons les choses, nous sommes une puissance économique, nous le savons tous, encore qui pourrait d'ailleurs beaucoup plus renforcée par un certain nombre de dispositions permettant, je dirais, un élargissement et une fluidité du marché intérieur. Mais on est très très loin d'avoir une puissance politique et militaire. Ce basculement vers le monde d'Asie s'accompagne de la contestation du modèle occidental par notamment le groupe des pays que l'on regroupe sous le terme de BRICS, qui au passage représente quand même plus de la moitié de la population mondiale et une partie très significative de la partie économique du monde, et dont le ciment le plus sûr, même si entre ces pays-là, il n'y a pas toujours une entente formidable, c'est le moins qu'on puisse dire, mais se retrouve toujours dans la contestation du modèle occidental. Et on le voit dans tous les développements géopolitiques que vous connaissez, ce critère-là est finalement leur ciment le plus solide. Nous savons tous maintenant à quel point nous sommes dépendants de la Chine, à la fois sur la fourniture de matières premières, mais surtout de matières premières raffinées.
la domination du monde chinois sur le monde de la batterie est absolument patent, et on voit bien que toutes les tentatives qui ont été jusqu'à présent mises en œuvre en Europe n'ont pas donné de résultats probants, puisque c'est très compliqué de fabriquer des batteries, et que la domination est telle que nous en avons pour des années, et surtout la domination sur l'amont, c'est-à-dire les terres rares et les matières premières nécessaires à la constitution des cellules de batterie. Tout ceci, qui était pourtant une évidence économique, mais a été passé sous silence pour prendre des dispositions qui fait que du coup, tout en avançant, nous sommes, je dirais, dans une forme de vulnérabilité qui est un défi énorme pour notre industrie. Je voudrais simplement vous alerter sur le fait que nous sommes probablement en train de sous-estimer l'impact de l'intelligence artificielle sur notre activité économique dans les années à très court terme, non seulement parce que nous avons un sujet social à traiter dont je trouve qu'il est relativement que très faiblement pris en compte par le débat politique aujourd'hui, mais il y aura également un problème de coût pour nos entreprises dont les porte-parole eux-mêmes je dirais, des fournisseurs d'intelligence artificielle nous alertent aujourd'hui. Mais ceci est dans une forme de cocon silencieux. C'est le coût de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Les tokens, je ne sais pas si c'est de l'argent public ou pas, mais ça sera indiscutablement pour nos entreprises un coût qui va se multiplier de façon très rapide, ne serait-ce que parce que le coût de l'énergie sera une chose, le coût de l'eau utilisée, le coût environnemental, etc., qui va finir par se greffer, et puis le coût des puces électroniques mémoriales, etc., qui sont aujourd'hui en train d'exploser, tout simplement parce que un certain nombre d'acteurs, je pense à Elon Musk, etc., ou d'autres, mais sont en train d'absorber la totalité des fournitures mondiales de ce type de semi-conducteurs pour pouvoir mettre en œuvre, je dirais, des grands centres de traitement de données qui sont aujourd'hui prévus. Dans cet environnement qui est dominé par des rapports de force, la question de cette table ronde revient à questionner le modèle de capitalisme que l'on défend en France et en Europe. Et je crois que vous êtes conscients tous que quand on regarde l'histoire, le capitalisme a montré qu'il était un véritable caméléon. J'utilise cette expression parce que j'en ai pas trouvé de meilleure pour décrire l'évolution du capitalisme dans le monde, qui revêt des formes extrêmement diverses. Alors je passe sur le capitalisme marchand, industriel, financier, etc., mais il a muté en permanence. Et là, on est au cœur du sujet, parce que si on regarde un peu l'histoire de façon très rapide et vraie, on voit bien qu'aux États-Unis, le capitalisme a été marqué pendant longtemps par une idée de responsabilité sociale des entreprises. Et là, je remonte, pardonnez-moi, mais il y a 100 ans, c'est-à-dire en 1930. Et le Fordisme de l'époque, on peut penser ce qu'on veut de tout cela, mais c'était quand même assez singulier par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. À l'époque, Ford disait l'entreprise doit faire des profits, sinon elle va mourir. Mais si l'on tente de faire fonctionner une entreprise uniquement sur le profit, alors elle mourra aussi parce que là, elle n'aura plus de raison d'être. Nous sommes en 1930. Et quand on parle de capitalisme responsable, on voit qu'il s'est passé des choses dans l'histoire du capitalisme américain. Et en particulier, le fait qu'à partir des années 70, dans un contexte, je rappelle, de perte de confiance sur ce qui se passait aux États-Unis, la crise du Vietnam, les déficits budgétaires considérables, enfin tout ce qui se passait sur le plan extérieur et intérieur, le capitalisme, entre guillemets, ultra-libéral a pris le dessus à travers l'école de Chicago. Je vous rappelle, influencé par des grands penseurs comme Hayek et comme Galbraith, etc., et évidemment Friedman. Et donc là, à partir de là, les choses ont changé très nettement. Cette école de Chicago, que j'appellerais maintenant le capitalisme anglo-saxon pour faire simple, est devenue extraordinairement fort, extrêmement dominant, et a été jusqu'à gagner notre pays. Et je lis ça d'ailleurs d'autant plus clairement parce que quand on parle de capitalisme, il faut voir par quoi nous sommes passés. En France, nous avons eu après-guerre une forme de capitalisme colbertiste, une forme colbertiste et libérale, c'est-à-dire il y avait un plan, mais en même temps on faisait confiance au marché. Et ce capitalisme-là avait une forte dimension sociale et participative. Je vous rappelle que c'est à ce moment-là qu'on a créé des questions de sécurité sociale. Enfin, je ne reviens pas sur des choses que vous connaissez par cœur, mais c'était une dimension incroyablement puissante qui alliait justement cette perspective économique libérale, mais une forme de planification intelligente
et qui a mené, soyons clairs, la France aux 30 Glorieuses. Après, il s'est passé une chose que je regrette, c'est que nous sommes rentrés dans une période d'une forme de dérégulation probablement excessive, et nous avons été gagnés en France par l'influence de ce capitalisme anglo-saxon qui a lui-même provoqué ce que l'on regrette aujourd'hui, qui est au fond une désindustrialisation du pays par la délocalisation massive des instruments de production à la recherche permanente de coûts plus faibles pour pouvoir assumer une rentabilité et une performance exigée par le capitalisme anglo-saxon. Pour la gauche démocrate et républicaine, j'ai la parole à M. Jean-Paul Lecoq. Moi, j'ai longtemps considéré que le capitalisme était irresponsable, et je le considère toujours. Quand on voit les pollutions qui perdurent, quand on voit vos appels permanents à ne pas payer de taxes qui permettent d'organiser la société, d'organiser l'éducation, de préparer ceux qui travailleront pour vous et qui permettront d'enrichir la société. Quand je vous vois encore aujourd'hui parler de réduction de cotisations sociales, alors que c'est ce qui permet à tout le monde d'être en bonne santé, c'est notre trésor national, notre sécurité sociale, les questions de la retraite, du financement. Enfin, je trouve que tout ça, ça a le sens des responsabilités. D'ailleurs, les Américains considéraient que Charles de Gaulle, quand il a fait avec les communistes la sécurité sociale et une multitude de droits que vous ne supportez plus aujourd'hui, ils considéraient que la France était devenue un pays communiste. Ils l'ont considéré longtemps. Quand on allait aux États-Unis en 1990, ils continuaient à dire que la France était un pays communiste. Moi, je pense que là où on a fait erreur, et pas forcément à cause de vous, mais à cause de vos prédécesseurs, c'est que longtemps, ceux qui étaient à vos places ont considéré que la planification était quelque chose qui était le communisme. Or, aujourd'hui, on redécouvre, pour la réindustrialisation, etc., on redécouvre les bienfaits de la planification. Pour le fait de dire on développe un secteur, même si, à ce jour, il n'est pas rentable, soi-disant, mais la vision fait qu'on sait que demain il sera rentable, et d'investir dans ce secteur-là, et pas forcément que des capitaux privés, mais y compris des capitaux publics, pour pousser un secteur. Je prends un secteur qui est tout simple, mais dans nos collectivités, on gère les déchets. Longtemps, il a fallu financer l'économie du déchet. Et puis après, on a découvert que ça pouvait, à un moment donné, aller vers la rentabilité. Et bien sûr, des secteurs que vous avez défendus, on pouvait aussi financer, pour dire, je pense aux microprocesseurs, c'est quand même une invention française quand même, à la base, avant que ce soit repris par René Welbull, etc. Mais ça a quand même été une invention française. Si on n'avait pas abandonné, si on avait planifié à cette époque-là, plutôt que de travailler à la course au profit sur un petit secteur, une niche, en se disant que ça va nous rapporter beaucoup temporairement, plutôt que d'avoir la vision, on aurait peut-être été dans une économie intéressante. Et aujourd'hui, on critique le capitalisme monopoliste d'État chinois. Alors nous, il nous faut plusieurs jours au congrès du Parti communiste pour travailler sur ces sujets-là. Là, en 2 minutes 30, je ne peux pas vous développer les réflexions qu'on a sur ce sujet. Mais je pense que leur conception de planification fait que c'est pour cela aussi qu'ils ont 1, 2 ou 3 temps d'avance. Si vous voulez, je crois pas que le capitalisme d'État chinois soit vraiment le modèle que nos populations attendent, si vous voulez, parce que je veux simplement vous confirmer 2 choses, parce que je connais un peu le pays et les circonstances. C'est que le capitalisme qui est en route en Chine est d'une agressivité qui est difficilement comparable à celle que nous avons dans d'autres pays. C'est quelque chose d'extrêmement violent. Vous n'imaginez pas à quel point aujourd'hui, dans le secteur que je connais bien, la disparition, je dirais, l'effondrement de tout un réseau automobile où les entreprises disparaissent jour après l'autre sans considération sociale ni rien du tout. J'aime autant vous dire que si c'est ça votre modèle, alors il faut nous le dire vite parce que c'est vraiment strictement rien à voir. Et si vous saviez à quel point oui, mais enfin, les gens qui travaillent de 9h du matin à 9h du soir, 7 jours par semaine, en dormant dans l'usine, pour un salaire qui est totalement ridicule. Enfin, c'est ça le modèle, dites-le nous vite. Mais je pense que c'est pas tout à fait ça. Bon, et j'ajoute qu'en plus, tout ça est au service d'institutions qui sont franchement pas démocratiques.
Si vous me donnez comme modèle la direction du Parti communiste chinois, encore une fois, bon, voilà, j'insiste pas trop, mais franchement, soyons raisonnables, c'est quand même pas, c'est quand même pas le sujet. clair, voilà。好，视频看完了，本视频仅代表个人观点。欢迎大家在评论区理性交流和补充。另外，制作视频不易，如果您觉得做得不错，感谢您动动手指，一键3连。如果您有什么想法或建议，也可以在评论区告诉我。我们下期见。